Donc bonsoir à tous et merci beaucoup aux organisateurs, Tris, de l'invitation. Et c'est un honneur d'être ici avec vous et de clôturer cette séquence Planète Conférence sur un sujet évidemment qui me passionne et j'espère qu'il vous passionnera aussi. Donc Nathalie m'a demandé de me présenter. Je suis enseignante-chercheur, je suis maître de conférence à l'université de Rennes 2, au département de géographie. Et je suis géographe climatologue pour mes recherches, et mes recherches portent sur le changement climatique et les impacts à l'échelle régionale, principalement sur l'agriculture et plus particulièrement sur la viticulture. D'où le sujet donc de cette conférence ce soir. J'en ai plus ? Non. Mon laboratoire de rattachement, c'est l'UMR LETG, donc littoral, environnement, télédétection et géomatique. Donc c'est une UMR multisite, donc Rennes, Brest et Nantes. Et donc je suis basée à Rennes. Donc voilà, on m'a demandé de vous parler du changement climatique et de la vigne, parce qu'effectivement c'est une opportunité pour la Bretagne. Changement climatique, je vais vous montrer un petit peu les derniers chiffres. C'est plutôt ce qu'on entend par rapport au changement climatique, c'est plutôt des conséquences négatives, mais quelquefois ça ouvre sur des nouvelles opportunités. Et donc la vigne en Bretagne en fait partie. Donc la vigne, en fait, c'est un très bon indicateur climatique qui est largement utilisé depuis très très longtemps. Ici, vous avez un graphique, ce sont les dates de vendange en Bourgogne, qui, à la fin du XVe siècle, c'est depuis 1370 jusqu'à 1500, les années 1500, et c'est une chronique qu'on retrouve dans le livre d'Emmanuel, enfin dans les écrits d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est un historien. Et on voit bien avec les dates de vendange, donc des dates très tardives ou des dates très précoces, qui coïncident. Cette variabilité des dates de vendange est généralement associée avec une variabilité interannuelle du climat, du moins de la saison, de la période de maturité ou de croissance. C'est également des données qui sont utilisées pour reconstruire des séries climatiques, donc là, qui sont plus de la paléoclimatologie. Donc je me retourne vers mon collègue qui fait donc des relevés de pollen. Donc c'est une série, donc c'est la même série là qui a été utilisée et projetée pour reconstruire donc le climat depuis le XVe siècle. Et dernièrement, cette même série là, des dates de vendange en Bourgogne a fait son entrée dans le dernier rapport du GIEC comme indicateur phénologique du changement climatique. Donc à côté du cerisier du Japon, il y en a 6. J'ai simplement pris celle de la date des vendanges à Beaune en Bourgogne pour vous montrer que vraiment ça vient aussi l'indicateur du changement climatique. Donc pour continuer sur la vigne en France, elle fait face à de nombreux défis par rapport au changement climatique. Donc les régions traditionnelles sont généralement impactées comme n'importe quel végétaux. Vous avez pu le constater, vous peut-être dans votre jardin, mais la végétation est de plus en plus en avance. Donc ici, vous avez 3 courbes qui correspondent à la date des vendanges, mais beaucoup plus récentes, depuis les années 1950 jusqu'en 2011, parce que ça faisait partie d'un projet de recherche mené par l'INRAE à Bordeaux et à Montpellier. Et la restitution de ces travaux a fait l'objet d'un livre qui vient de paraître. Donc je l'ai mis parce qu'il y a une page qui est consacrée à la Bretagne avec quelques graphiques que je vous présenterai plus tard. Donc on voit sur la date des vendanges, elles avancent, elles sont de plus en plus précoces, que ce soit pour le Saint-Émilion ici en vert, pour le Châteauneuf-du-Pape en bleu, ou alors pour l'Alsace, une avancée de parfois 3 semaines. Donc de différence entre les années 50 et les années récentes. C'est-à-dire qu'on va vendanger au moment où il fait le plus chaud de l'année. Et ça va être un inconvénient
parce qu'en fait, le raisin, il rentre chaud en cave et il va fermenter assez rapidement, plus rapidement que d'habitude. Ça aura comme impact également au niveau des vins, un déséquilibre entre la teneur en alcool, donc qui dépend du taux de sucre dans les baies, donc de la chaleur emmagasinée lors de la période de maturité, et un déséquilibre avec l'acidité, un pH. Donc généralement, un bon vin, on cherche à équilibrer le taux de sucre et le pH. Donc pas trop sucré, donc c'est équilibré avec l'acidité, et pas trop acide. Et cet équilibre-là est justement déséquilibré avec le changement climatique. Parce que plus de chaleur dit plus de taux de sucre dans les baies, donc plus de potentiel alcoolique. Et là, dans le Languedoc, Côte-du-Rhône, Val-de-Loire, Alsace ou Bordeaux, vous voyez, tous ont un potentiel alcoolique de 0,5 à plus 1 degré selon les régions. Et en même temps, une perte d'acidité. Donc plus sucré, moins acide. Donc cet équilibre, il est déséquilibré. Donc une perte en fait de typicité dans les régions viticoles traditionnelles. D'un autre côté, on voit apparaître des régions qui sont potentiellement émergentes pour la viticulture, dont la Bretagne. Ici, c'est une modélisation qui a été faite, bon, ça date un petit peu, hein, c'était avec des modèles climatiques globaux, donc c'est des grandes mailles. Mais ici, en bleu, par exemple, ce sont les régions qui deviennent potentiellement favorables à la viticulture. Et là, on voit bien que toute cette partie bleue ici, la Bretagne en fait partie. Alors, la vigne en Bretagne, elle a existé. C'était un vignoble de marge. Elle n'apparaissait pas sur les cartes. Hein. La Bretagne, c'est l'endroit généralement où on met la légende de la carte quand on parle viticulture. Donc, mais il y a eu de la vigne, et notamment là, sur la presqu'île de Ruisse, dans le Morbihan. Elle a été éprouvée également à la fin du XIXe siècle en raison de la crise du phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un insecte qui a été la cause du dépérissement du vignoble en France et en Europe à la fin du XIXe siècle. Mais contrairement au reste de la France, c'est à cette époque que le vignoble du Morbihan était à sa superficie la plus importante. Puisqu'entre 1870 et 1910, c'est là où on note l'extension maximale donc, du vignoble morbihanais pour compenser justement la destruction des vignobles, des vignes françaises. Et au XXe siècle, il y a eu une lente décroissance, disparition des vignes du Morbihan et une interdiction en fait de planter à but commercial. D'accord ? Il y avait certaines, pour faire face à la surproduction, il y a une loi qui interdisait de planter de la vigne et de produire du vin et de le vendre. Et donc, tous les vignobles de marge n'étaient pas autorisés à replanter. Donc, du coup, au milieu du XXe siècle, il n'y a plus de vignes, ou du moins pas pour commercialiser. On a des traces historiques de la vigne en Bretagne, un peu partout. Là, c'est un article assez récent qui est sorti dans la revue Noroît en 2020, qui montre toute la localisation des vignes en Haute-Bretagne d'après les textes et la toponymie, donc du XIe siècle jusqu'au début du XIVe siècle. Je co-encadre une thèse aussi en histoire-géographie avec un collègue historien. Et Clémentine, elle est en train de recenser toutes les parcelles de vignes d'après les cadastres napoléoniens, les cartes d'état-major, enfin tous les documents qu'elle peut récupérer. Soutenance prévue dans 2 ans.
Donc voilà. Et la vigne, elle existe quand même, elle a perduré, mais sous un statut dit associatif pour la sauvegarde du patrimoine, ou privé, hein, dès les années 90, début des années 2000, mais c'est interdiction de planter une superficie de plus de 1000 mètres carrés, et surtout interdiction de vendre le produit. Donc on peut boire le vin des associations, sur des festivals, mais ils ne peuvent pas le vendre. Donc vous en trouvez un petit peu partout, hein. Là, c'est le vignoble de Saint-Sulliac qui surmonte le camp viking de la Rance, je ne sais pas si vous connaissez. Une petite parcelle qui est plantée plein sud sur le Mont Dol. Ici, c'est à Musillac, c'est pas très loin d'ici, à Vitré, à Quimper. À l'Opérette, c'est dans la rade de Brest. Donc il y en a vraiment sur tous les départements. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2015, il y a une loi. En fait, le développement de la vigne en Bretagne, c'est avant tout, avant d'être le changement climatique, c'est avant tout un levier législatif. Comme je vous ai dit, la vigne n'avait pas le droit d'être plantée à but commercial. C'était interdit. Mais il y a eu un décret à la fin 2015 qui rend possible. C'est le changement du régime d'autorisation des plantations de la vigne. Et la vigne est autorisée à être plantée hors zone d'appellation contrôlée ou protégée à hauteur de 1% de la superficie nationale. Donc les porteurs de projets doivent faire une déclaration, demander une autorisation à France Agrimaire. Bon, généralement, c'est accordé. Et tous les ans, donc 1% de la superficie nationale, c'est peu, mais cumulé tous les ans, il y a justement des vignes qui sont possibles maintenant hors zone d'appellation. Donc c'est le cas en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France. Tous les vignobles de marge de l'Est de la France, comme les Côtes de Moselle, etc., sont autorisés à replanter maintenant. Donc les premières vignes en Bretagne à être replantées sous statut professionnel ont été l'île de Groix, Saint-Jouan-des-Guérets, dans le Val de Rance, et le projet de la mairie de Sarzeau, ici, pas très loin. Et ils sont rentrés en production en 2022. Ils ont fait leur première vendange en 2022 et le vin a été commercialisé l'année dernière en 2023. Donc voilà, ça c'est maintenant un aperçu des vignes professionnelles. Ici, c'est le moulin du Poulor, le lieu-dit du Poulor sur la presqu'île de Ruisse. Et maintenant, il y a le chai autour du moulin qui va être inauguré la semaine prochaine. Donc, quels cépages sont plantés? Majoritairement des cépages blancs, pour donner donc des vins blancs, mais également des vins rouges, comme le pinot noir. Donc, les trois cépages principaux sont des cépages du nord de la France, comme le chardonnay et le pinot noir. Ce sont les cépages emblématiques de la Bourgogne, par exemple, qu'on retrouve également en Champagne. Et le chenin, qui est le cépage emblématique du Val-de-Loire. Donc ce sont des cépages à maturité précoce pour le pinot noir et chardonnay, c'est-à-dire qu'ils ont des exigences thermiques un peu moins importantes que le chenin. Le chenin a besoin de plus de chaleur pour mûrir. Et à côté de ça, vous avez des nouveaux cépages, comme le Sorelli ici, le Muscaris, le Floréal, le Voltis, qui sont dits des cépages résistants, donc des cépages résistants aux maladies, à l'oïdium et au mildiou par exemple, qui sont des maladies qui se développent principalement dans les vignobles sous climat océanique. Mais pas que, parce qu'en Bourgogne, en Champagne également. Ils sont plantés sur des sols très différents également des autres régions traditionnelles. Donc ça va être un produit différent. Alors le contexte des études du potentiel climatique pour la viticulture en Bretagne dépend en premier lieu d'un premier projet, le projet de la cave, donc je vous ai déjà parlé, qui étudiait donc
comment la viticulture française va faire face aux défis du changement climatique. Et il y a eu des entretiens avec les viticulteurs donc des régions traditionnelles qui ont amené à j'ai oublié le mot, à mettre en place 4 scénarios, 4 stratégies en fonction de l'ampleur de l'innovation au champ. Donc ça peut être une modification de la densité et du mode de conduite. Voilà, est-ce qu'on met des vignes hautes, des vignes basses? Est-ce qu'on met un plan tous les 2 mètres, tous les mètres, etc. Des introductions de nouveaux cépages. Parce que vous savez, quand on est dans une zone d'appellation contrôlée, il y a un cahier des charges à respecter. Et généralement, on ne peut pas planter n'importe quoi. Comme par exemple en Bourgogne, c'est Pinot Noir ou Chardonnay. Ou Sauvignon Blanc maintenant. Et donc, introduction de nouveaux cépages ou de nouvelles levures pour la fermentation. Et puis, plus on avance, quelle est l'ampleur d'autres facteurs d'innovation? C'est l'introduction de l'irrigation. Jusqu'à présent, c'est pas possible d'irriguer, c'est interdit d'irriguer en France. Changement de tous les cépages. Au lieu d'introduire des nouveaux cépages, là, on arrache tout et on replante autre chose. Et puis, jusqu'à l'introduction de l'aromatisation. Donc, c'est mettre des produits pour forcer l'arôme. Ou le mouillage, c'est mettre de l'eau pour dissoudre l'alcool. Et sur cet axe-là, eh bien, c'est l'ampleur du déplacement. Donc, on va déjà... pour trouver de la fraîcheur, planter dans les zones d'appellation contrôlées, mais sur les faces nord ou un peu plus en altitude. Mais tout en restant dans l'aire des AOP. Modifier l'aire d'AOP, donc l'élargir, ou la réduire d'ailleurs. Abandon et création de nouveaux vignobles, donc là on est en plein dedans. Et artificialisation sous serre, avoir un vignoble mobile. Donc on a étudié le cas donc cette stratégie qui a été nommée après nomade, la stratégie nomade d'adaptation de la vigne au changement climatique. Donc la Bretagne comme comme création ou renouveau d'un vignoble existant. Donc c'est dans ce cadre-là, au départ, qu'on a étudié qu'on a fait les premières études avec les projections de changement climatique. En parallèle, il y avait un autre projet de recherche qui portait sur l'observation climatique et phénologique à une échelle fine dans des autres vignobles en Europe, en France, en Europe ou dans le monde. Et on a commencé de mettre, quand je dis on, c'est avec plusieurs de mes collègues, on a commencé de mettre des stations viticoles dans les premiers vignobles, dans les vignobles associatifs qu'on connaissait. Donc ça, c'était dans les années, moi je suis arrivée à Rennes en 2009, vers 2010-2011, on a commencé de mettre des premiers capteurs dans les vignes associative. Et ensuite, au fur et à mesure, eh bien, on a développé ce réseau météorologique. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Et le but, c'est d'étudier la réponse de la vigne aux conditions locales et saisonnières, donc à la variabilité spatiale et à la variabilité interannuelle du climat. Réponse de la vigne, donc des différents cépages, aux différentes conditions locales et saisonnières du climat. Un peu plus récemment, il y a des projets qui portent sur le changement climatique et l'agriculture en Bretagne, dont le projet Climavège et Fermadapt. Et à l'intérieur, on a un volet Nouvelle opportunité, dont la vigne fait partie. Et le dernier petit, là, c'est un GI2E, donc un groupement d'intérêt économique et environnemental, qui est intitulé Émergence viticulture, mais qui se limite au département de l'Ille-et-Vilaine. Ça, ce sont des agriculteurs ou des éleveurs en général ou des maraîchers qui ont des plans de vignes comme expérimentation pour essayer de voir comment ça marche sur leur parcelle
un peu comme oui, c'est ça, c'est une expérimentation pour une diversification. Donc, je vais vous montrer des résultats de ces différents projets. Mais avant, je vais vous parler du changement climatique et surtout des impacts en Bretagne. Comment on en arrive, quelle est l'ampleur du changement climatique en Bretagne qui permet donc cette nouvelle opportunité de la vigne. Donc avant de parler des impacts à l'échelle régionale, j'ai juste 2 ou 3 petites diapositives pour rappeler que le changement climatique, c'est un phénomène global qui est lié à nos émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Donc une fois qu'on émet ces gaz à effet de serre, ils se concentrent dans l'atmosphère. Et ici, vous avez la courbe de Killing. Donc c'est un relevé des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est fait en plein milieu du Pacifique depuis 1958. Donc il a été mis à jour hier et on est à 426 parties par million. Donc vous voyez ici le cycle d'absorption donc en été, et puis au contraire, ça absorbe moins quand c'est en hiver à cause du feuillage. Et on voit que cette courbe, eh bien, elle s'accélère parce que si on fait la différence par tranche de 20 ans, si on prend 80 moins 60, eh bien, ça fait 6%. Si on prend 1980 2000 moins 1980, on est à 9%. Et si on prend l'année 2020 moins la valeur de 2000, on est à 12%. Donc c'est quelque chose qui s'accélère dans le temps. Malgré toutes les sorties des rapports du GIEC, les séances, les différentes COP, notamment la COP de Copenhague, qui devait envisager de limiter le réchauffement global en dessous de 2 degrés. Et la COP 21, qui a statué sur ça, sur l'objectif plus 2 degrés en fin de siècle. Et on sait que maintenant, on doit s'adapter en France vers la trajectoire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la track 4 degrés. Donc 4 degrés par rapport à la période 1850-1900. Donc les concentrations atmosphériques, l'augmentation de ces concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, la conséquence, c'est en premier lieu le réchauffement. Et le réchauffement planétaire a atteint plus 1,1 degré, donc sur la dernière décennie, si on prend 2011-2020, par rapport à 1850-1900. Donc dans le rapport du GIEC, c'est cette référence qui est prise en compte. Mais après, moi, je vais prendre une référence plus récente parce que quand on regarde les impacts à l'échelle régionale, on n'a pas un recul des données climatiques qui nous permettent d'évaluer le réchauffement par rapport à cette période. Donc ici, vous avez le réchauffement depuis 2000 ans et on voit ici cette période, la 2011-2020, c'est cette courbe-là qui monte. Et cette période 1850-2020, qui est notre période de référence, est reportée sur ce graphique-là. Donc en fait, on est sur la dernière décennie 2011-2020, c'est cette portion-là par rapport à cette partie-là. Et donc au niveau mondial, on est à plus 1,1 et au niveau de la France, comme l'hémisphère nord est plus continental, eh bien, au niveau de la France, ça fait 1,7. Donc ça, c'est la moyenne de la température moyenne annuelle de la dernière décennie 2011-2020 par rapport à 1850-1900. En France, c'est 1,7. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne en Bretagne. Donc on croit que la Bretagne va être épargnée du fait de la position, c'est une péninsule à l'échelle de la France, mais si on prend les vagues de chaleur, les dernières vagues de chaleur et notamment celles de 2022, les records de 2022 ont été battus le long de la façade atlantique et de la Manche, et les records les plus importants, c'était dans le Finistère Nord.
avec un record qui a presque atteint 6 degrés par rapport au... Donc c'est quelque part par ici, 5,8 à Sibiril, dans le 29, c'est ici, donc sur la côte des Abers, si je ne fais pas d'erreur. Donc là, vous avez deux cartes. À gauche, vous avez la carte des températures moyennes annuelles sur la période 1951-1980. Donc ce n'est pas du tout la même référence que tout à l'heure. Et à droite, vous avez la dernière période trentenaire, la plus récente, donc 1991-2020. Donc sur cette période-là, les températures moyennes annuelles de la Bretagne variaient entre environ 9 degrés jusqu'à 12 degrés. Par exemple, là, à Vannes. Et sur la période 91-2020, donc vous oubliez les trois premières couleurs ici, et par contre, vous utilisez les trois dernières couleurs sur le côté droit de la palette. Et donc, ça a pris en moyenne 1 degré. Il y a des endroits où c'est plus important, mais en règle générale, en moyenne, sur cet indicateur, la température moyenne annuelle, c'est 1 degré entre ces deux périodes-là. Donc on va regarder dans le temps maintenant. Donc j'ai pris une station pour laquelle on a le plus de recul. Donc excusez-moi, je viens de Rennes, donc j'ai pris Rennes. Donc pour Vannes, vous mettez un petit peu, vous mettez 0,5 degrés de plus. Allez, 0,6. Et donc vous voyez, donc depuis 1946-2024, vous voyez très bien la tendance linéaire, mais surtout vous voyez qu'il y a un décrochage ici à la fin des années 80, début des années 90, qui est commune un petit peu partout dans le monde. Et si on fait des paliers par 20 ans, eh bien, c'était assez stable. Bon, il y a toujours la variabilité interannuelle, hein, des années froides, des années chaudes, mais c'était assez stable, on restait autour de 11,3, 11,5 en température moyenne annuelle. Et là, vous voyez, on monte les marches d'escalier. Donc sur la dernière période, elle n'est pas finie, hein, mais on était sur 2011-2024, on était à 12,7. Donc il reste encore 6 ans pour boucler nos 20 ans. Et les deux dernières années, là, qui atteignent vraiment des valeurs 13,8 par exemple en 2022. Et des années récentes qui nous paraissent fraîches, comme 2021, eh bien finalement, c'est des années qui étaient chaudes si on prend la période ancienne. D'accord ? 2021, encore assez récente, une année pluvieuse, nuageuse et fraîche, mais finalement, voilà, c'était une année chaude de la période 51-80. Donc ça c'était la température moyenne annuelle, mais si on prend du 1er janvier au 31 décembre, donc la température moyenne journalière, eh bien on voit que le réchauffement, il a lieu quelle que soit la saison. Il est plus important en été qu'en hiver. Ici, je change de station, c'est pour Saint-Brieuc, et il y a deux périodes, c'est pas les mêmes que précédemment. C'est 1961-90 et 1991-2020. Donc la courbe orange là, ou jaune, moutarde, 91-2020, vous voyez, elle est au-dessus de la courbe verte, donc c'est réchauffement quelle que soit la saison. Mais si on regarde la distribution de la période de repos et la période de croissance végétative, donc on va prendre des seuils thermiques, on considère la période de croissance, on peut la changer, hein, mais un arbre pousse généralement à partir de 10 degrés, dès que les températures moyennes journalières dépassent 10 degrés. Et au contraire, la végétation va se mettre en repos, où les feuilles vont tomber, quand la température moyenne journalière va arriver à une température inférieure à 7 degrés. Donc si on prend ces deux seuils-là sur la période la plus ancienne, sur 61-90,
eh bien, on avait un début de période végétative aux alentours du 1er mai et les feuilles tombaient aux alentours du 15 novembre. Si on prend ces deux valeurs seuil pour la courbe de la période trentenaire, donc plus récente, eh bien, la période végétative commence 15 jours avant et se prolonge 15 jours après. Donc on a une augmentation de la durée de la période, enfin un allongement de la période de la croissance végétative et une réduction de la période de repos. Donc ça pose des problèmes en agriculture, hein. Pour les maraîchers, par exemple, je pense aux productions de choux-fleurs qui ont besoin de frais et de froid en hiver. Je pense aux arbres à fruits, à pépins, qui ont besoin de froid. Donc ça bouscule un petit peu la végétation. En termes d'aléas climatiques, donc évidemment, dans un monde qui se réchauffe, on a plus de chaleur et moins de gel. Donc ici à gauche, vous avez le nombre de jours par an avec une température maximale supérieure à 25. Donc pareil, hein, depuis 1946 jusqu'à l'année dernière, et 2022-2023, on voit bien qu'il y a eu une augmentation. Mais ça ne veut pas dire, ça n'exclut pas qu'on va avoir des étés frais. Typiquement, par exemple, 2021. Voilà, 2021 était ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2021, qui nous paraît frais dans la période récente, était finalement une année chaude dans la période ancienne. Mais ça n'exclut pas les étés frais. Celui-là, par exemple, c'était 2006. Là, par exemple, 2006 était frais et c'était un été tout à fait moyen. Pareil pour le nombre de jours de gel. Donc évidemment, comme il fait plus chaud, le risque de gel est en diminution. Mais ça n'exclut pas des années avec une fréquence de gel élevée, comme cette année particulière ici. Je ne me souviens plus quelle année c'était. 2010, je pense. Voilà, on arrive, ça dépasse la moyenne même de la période trentenaire historique. Donc évidemment, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, où la végétation démarre plus tôt, eh bien, le risque de gel va être, la sensibilité de la plante va être accrue face à l'aléa climatique du gel. La pluviométrie maintenant. Qu'est-ce qu'il en est de la pluviométrie? Il n'y a pas de signal statistique fort au niveau de la pluviométrie. Au contraire, on a ce qui reste stable, c'est la grande variabilité spatio-temporelle des pluies sur l'année. On note, si on compare cette période 1951-80 par rapport, 1991-2020 par rapport à la période trentenaire 51-80, on note au contraire un cumul annuel d'environ 10 degrés de plus. Mais cette hausse, elle n'est pas homogène partout et elle n'est pas répartie, c'est pas 10% chaque mois et partout. Là, si vous avez la carte de la Bretagne, à l'année, vous avez des plus un petit peu partout, mais vous avez des plus, des plus gros plus justement là dans le sud et des plus un peu plus réduits là dans le bassin de Rennes. Mais si on regarde chaque mois, là par exemple le mois de septembre, clairement la différence entre ces deux périodes trentenaires montre que le mois de septembre est plus sec que la référence. Alors maintenant, je vais passer à une analogie thermique pour introduire l'objet, la thématique de la soirée, donc la vigne. Donc j'ai fait une analogie avec, vous avez ici une analogie avec la station de Bordeaux-Mérignac. Donc évidemment, Bordeaux il fait plus chaud, quelle que soit la période, vous voyez. Même tendance à la hausse, rupture à la fin une rupture statistique à la fin des années 80-90, assez significative. Mais je vais vous montrer l'ampleur du changement thermique en Bretagne à l'aide de cette série de Rennes, en comparant la température moyenne de la période la plus récente, ici, à Rennes, on était à 12,4, sans compter 2022-2023. Donc 12,4 de température moyenne annuelle sur la période 91-2020. Eh bien, c'est la même
que ce que Bordeaux a enregistré sur la période passée 51-80, à 0,1 degré près. Et je vais même enfoncer le clou. Si on prend les périodes récentes, surtout 2022, avec cette valeur de 13,8 ici en 2022, eh bien c'est une valeur que Bordeaux n'a jamais enregistrée sur la période ancienne. Donc voilà, c'est un peu une image très parlante de l'ampleur du changement climatique en Bretagne. Alors maintenant, pour montrer le potentiel viticole en Bretagne, on avait l'habitude d'utiliser plusieurs indices, dont celui du Glin, un indice bioclimatique qui est ici calculé avec les données de Bordeaux et de Rennes, pareil. Donc c'est un indice, en fait, c'est un cumul des températures moyennes supérieures à 10 et des températures maximales supérieures à 10 sur la saison végétative, donc du 1er avril au 30 septembre. Et en fonction des résultats, donc vous avez des valeurs de cet ordre-là, et vous avez des classes, des groupes climatiques correspondants, qui sont d'une ampleur, d'une étendue de 300 unités. Vous voyez, par exemple, pour un climat frais, ça va de 1500 à 1800. Donc le climat de Bordeaux, et donc là vous voyez l'étendue de 300, le climat frais ici, donc de 1500 à 1800, donc c'est cette étendue-là. Donc le climat de Bordeaux tombait dans le climat frais sur cette période 1951-1980, puisqu'on atteint la valeur de 1779. Donc on est proche de basculer dans le tempéré. Et Rennes, eh bien, on s'en approche. On est presque pareil. On est dans la limite supérieure du climat frais. Et les dernières années ici, enfin, même depuis les années 2000, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 années qui tombent dans le tempéré et 2022 qui est même tombé dans le tempéré chaud. Donc voilà, Bordeaux avait de la vigne et du bon vin sur cette période-là. Donc il n'y a pas de raison que la Bretagne ne produise pas des vins de qualité. Alors maintenant, que disent les modèles ? Ici, vous avez toute une liste d'acronymes qui sont en fait des modèles climatiques, donc régionaux, qui sont couplés à des modèles globaux. Donc vous en avez 12 ici. Et ces modèles, ici, ils sont distribués en fonction de leur réchauffement ou alors de leur capacité à prévoir des précipitations. Donc sur l'axe des Y, c'est le réchauffement. Sur l'axe des X, c'est plus ou moins de précipitations. À gauche, vous avez l'hiver. À droite, vous avez l'été. Et ça, c'est pour la fin de siècle et c'est pour le scénario, un scénario, on va dire, où on fait rien, sans politique climatique. Donc voilà, j'ai pris l'horizon lointain et le scénario du pire. Donc ce qu'il faut regarder, c'est que tout l'axe des X, de toute façon, il n'est jamais négatif, c'est-à-dire que quelle que soit la saison, en hiver comme en été, tous les modèles prévoient un réchauffement. Donc c'est un réchauffement qui va de 2,5 à 3,8 degrés selon les modèles. Et leur positionnement par rapport à l'axe des X, vous voyez, ils sont tous à droite du zéro, c'est-à-dire qu'ils projettent tous plus de précipitations par rapport à la période 76-2005. Donc c'est une période encore plus récente que ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc entre 10% de plus jusqu'à celui-là qui sort de la médiane de 90% de l'ensemble, jusqu'à environ 45% de plus. Et en été, au contraire, vous voyez, tout bascule sur la gauche. Donc, ils montrent tous les modèles prévoient moins de précipitations en été.
Donc bon, il y en a qui prévoient très peu en moins, mais ça va de 10 à 50% en moins par rapport à la période 76-2005. Donc en gros, ça veut dire qu'on a une accentuation du contraste pluviométrique saisonnier. Plus de pluie en hiver, moins de pluie en été. J'ai mon collègue que vous avez eu l'année dernière qui parle de méditerranisation du climat. Donc si je reprends les deux mêmes cartes, les cartes précédentes, mais pour la fin du siècle, donc c'est la moyenne des températures annuelles pour la période 2071-2100, avec un scénario où on limite les émissions et on les stabilise à partir de 2050. Et ensuite, c'est une baisse à partir de 2050. Ou alors, si c'est un scénario, le 8.5, là, sans politique climatique, on continue d'émettre et donc plus de concentration dans l'atmosphère. Donc ici, vous voyez que c'est toujours la même gamme de couleurs que tout à l'heure. Donc là, entre 1951-80, enfin entre 91-2020 par rapport à 51-80, on ne trouvait plus ces couleurs. Et bien là, on peut les couleurs les conditions les plus froides, eh bien c'est ce vert foncé là, donc de 11 à 14 degrés. On est là. Et si c'est un scénario, si c'est le scénario RCP 8.5, eh bien on n'a même quasiment plus de vert, seulement dans les monts d'Arrée, et on va jusqu'à plus 16 là dans le Golfe. 16, c'est Marseille actuellement. Donc avec cette augmentation de la température, ça va augmenter le risque de gel. Ici, vous avez le pourcentage d'années où il gèle après le 15 mars et même après le 1er avril. Donc quand vous êtes dans la gamme de tons bleu foncé, là j'arrive pas à lire la couleur, mais vous voyez, vous êtes encore avec 50% de gel possible après le 15 mars. Sachant que la végétation aura démarré, donc là des risques de vendange précoce. Hein, si ça gèle au printemps, pas de fleurs, pas de récolte. Donc ici vous avez des cartes. Donc je reviens avec là j'entame vraiment la partie viticulture. Là, c'est les résultats du premier projet dont je vous ai parlé, le projet La Cave, avec là, c'est une cartographie des secteurs où la véraison est atteinte au plus tard au 1er septembre. Ça veut dire toutes les régions colorées, la véraison, est-ce que vous savez ce que c'est que la véraison? C'est le moment où la plante arrête de croître et les baies commencent de mûrir. En gros, quand c'est un raisin rouge, on voit qu'il commence un petit peu à prendre de la couleur. Et généralement, quand ce stade arrive, il faut compter 45 jours après pour vendanger. C'est le temps de la période de maturité. Donc là, on a mis un seuil très tardif. Donc si la véraison est atteinte au 1er septembre, ça veut dire qu'il y a des possibilités de récolte avant le 15 octobre, enfin début octobre. Donc ça reste des conditions de vendange historiquement dans les autres régions d'appellation. On vendangeait fin septembre, début octobre dans les autres régions. Et c'est pour un objectif de production de vins tranquilles, par opposition aux vins effervescents. Donc pour faire du vin mousseux, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait beaucoup de sucre dans les baies. Au contraire, si on veut faire des vins tranquilles, des vins blancs ou rouges, sans bulles, eh bien, il faut plus de temps de maturité parce qu'il faut plus de chaleur, plus d'alcool. Donc ici, c'est tous les secteurs qui sont colorés. Ce stade est atteint
au 1er septembre. Donc là, le golfe du Morbihan, c'est certainement avant. En fait, le 1er septembre, c'est plus aux limites. D'accord ? Plus vous êtes au sud, plus ce stade est atteint avant. Donc en haut, c'est pour des raisins blancs, comme le Sauvignon blanc, le Chardonnay, le Chenin. Donc ça, c'est le Chenin, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un cépage qui a besoin de plus de chaleur, une exigence thermique un peu plus importante, d'où une surface colorée un peu moins importante. Tout comme le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc, qui sont des cépages que l'on retrouve dans le Val-de-Loire ou dans le Bordelais. Et le Pinot Noir, comme le Chardonnay, c'est des cépages que l'on retrouve en Bourgogne ou en Champagne. Donc en gros, là, futur proche, avec un scénario, c'est celui qu'on suit actuellement, eh bien, il n'y a guère que les monts d'Arrée ou vraiment le littoral nord qui ne sont pas propices encore à la viticulture. Là, c'est les mêmes cartes, mais c'est que pour le Chenin et le Chardonnay, mais c'est une autre cartographie, c'est la période à laquelle les cépages atteindraient un certain taux de maturité, c'est-à-dire une certaine teneur en alcool. Comme par exemple ici, 190 grammes par litre, c'est une teneur qui est nécessaire pour faire du vin blanc, par exemple. Et c'est pas une moyenne, mais c'est sur 90% des années. Parce que ici, c'est que la moyenne, ça donne une idée du potentiel, mais ici, derrière, en mettant un certain pourcentage d'années, ça donne c'est relatif à... Mince, je ne trouve plus mes mots. Ça donne une référence économique. Voilà, je suis capable de produire des vins, ou du moins les données climatiques projettent que je suis capable d'obtenir ce taux de sucre 9 années sur 10. Donc là, ça commence à être rentable. Et donc, plus la couleur est foncée, plus cette valeur est atteinte tôt. Et donc là, à gauche, vous avez la période, on va dire, passée récente. Là, c'est le présent ou le futur proche. Et là, c'est la fin de siècle. Donc en fait, si on se concentre sur la première ligne, c'est le Chardonnay, on voit le basculement. Donc là, on est dans le beige. Donc cette cible-là est atteinte simplement après le 15 octobre. Donc c'est pas très favorable. Au 1er octobre, ça veut dire qu'on peut avoir un taux de sucre légèrement inférieur. D'accord ? Et au contraire, en fin de siècle, eh bien, cette cible, eh bien, on voit qu'elle avance presque d'un mois, avant le 7 septembre. Et ici, vous avez la même distribution, mais les dates changent un petit peu, puisque le Chenin est un cépage à maturité plus tardif. Alors, je vais terminer maintenant avec les stations météo que l'on a mises dans les parcelles de vignes. Donc ici, vous avez une carte de la Bretagne, je ne sais pas comment elle sort à l'écran. Donc, il y a actuellement, c'est un réseau qui fait actuellement 22 stations météorologiques. Et on essaye de les placer à différentes expositions, différentes pentes, différentes situations environnementales. Vous avez des vignes qui sont très proches de zones urbanisées, très proches du littoral, ou au contraire à l'intérieur. Et le but, c'est également d'avoir une représentativité de toutes les nuances climatiques de la région, parce qu'il n'y a pas un climat breton. Vous avez, voilà, ça passe du simple au double, ne serait-ce que pour les précipitations entre l'est et l'ouest. Donc on essaye d'avoir une variété des sites topographiques et surtout des cépages qui sont plantés pour, je le répète, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour étudier la réponse de la vigne par rapport aux conditions spatiales, donc de la parcelle, et saisonnières, donc de l'année. Donc là, ce sont des stations qui sont disposées dans des parcelles de vignes associatives. Et on demande aux vignerons, donc aux vignerons associatifs ou aux vignerons les professionnels,
de nous aider à récolter des données phénologiques de croissance de leur vigne quand on ne peut pas les faire nous-mêmes. Donc là, c'est pas une toute proche, une ville associative de l'île d'Ar. Donc là, une qui a été, c'est la première qui a été installée à Saint-Jouan-des-Guérets, donc au-dessus du Val de Rance, un coteau plein sud. Donc une position la plus septentrionale, enfin une des positions les plus septentrionales, mais un coteau plein sud sur le Val de Rance. Ici, je vous mets l'exemple d'une station qui est dans une petite parcelle ici à Riec-sur-Bellon. Donc là, vous avez l'océan. Et là, vous avez la rivière, alors c'est pas le Belon, c'est ça. Merci. Bon, je ne vais pas toutes les montrer, il y en a 22, mais ici, c'est celle au centre, qui est positionnée la plus en altitude. Donc, c'est Merléac. Ici, tout proche d'ici, c'est la station la plus proche que j'ai, apparemment, celle de Tex-Noyalo, qui est vraiment dans le fond du chenal de Léonard ou Saint-Léonard. Celle-là, elle a été mise en place, elle a été plantée l'année dernière au mois d'avril. Donc, c'est au Cap d'Erquy, avec vue sur la mer, sur la plage. Et enfin, une des dernières, là, c'est chez un agriculteur donc, qui fait une expérimentation en plein milieu d'une parcelle de prairie, ici. Et c'est à Saint-Ouen-des-Alus. Donc, je vais vous montrer la variabilité spatio-temporelle. Donc, je vais prendre la station pour laquelle on a le plus de recul, donc celle qui a été mise en place en 2018, c'est celle de Saint-Jouan-des-Guérets. Et ici, ce sont les valeurs, c'est la température moyenne de la saison végétative, donc entre le 1er avril et le 31 octobre. Et à côté de ça, vous avez un autre indice climatique qui s'appelle l'indice de Jones. Et par rapport aux valeurs de la température moyenne de la saison végétative, vous avez 4 groupes climatiques, donc frais, si c'est compris entre 13 et 15. Le groupe climatique intermédiaire, si la température de la saison végétative est entre 15 et 17. Un groupe climatique chaud, si la température est comprise entre 17 et 19. Et très chaud, si c'est supérieur à 19. Et ici, vous avez le positionnement des différents cépages en fonction de leur exigence thermique. Donc vous avez des cépages ici qui n'ont pas besoin de trop de chaleur. On appelle ça les cépages à maturité précoce. Et au contraire, plus on descend dans le tableau, plus ce sont des cépages qui ont besoin de plus de chaleur. Donc c'est un tableau qui a été... les cépages, ils sont positionnés par rapport à leur culture actuelle dans le monde. C'est-à-dire qu'ici, si on prend au hasard le pinot noir, eh bien, il est aussi bien cultivé dans des régions qui fait 14 degrés de température moyenne sur la saison végétative, jusqu'à 16 degrés, entre 14 et 16 degrés. Si on prend un autre, le merlot, typique du Bordelais, c'est un cépage, vous voyez, qui est un peu plus exigeant, puisqu'on le trouve dans des régions avec une température moyenne annuelle de 16 degrés, jusqu'à dans des régions jusqu'à 19 degrés. Donc c'est un tableau qui est, en fait, on connaît les limites inférieures, mais on ne connaît pas trop les limites supérieures. On ne sait pas trop le cépage jusqu'où il va pouvoir résister ou supporter. Donc en fonction des valeurs, donc j'ai mis en bleu la valeur la plus faible et en rouge la valeur la plus forte pour voir la variabilité interannuelle, ce que ça donne sur ce graphique. Donc voilà, pour Saint-Jouan-des-Guérets, si on prend que ces 6 dernières années, eh bien voilà les cépages qui étaient possibles de cultiver d'après cet indice.
Maintenant, on va regarder la variabilité spatiale sur simplement une année. J'ai facilité la lecture du tableau en supprimant toutes les autres valeurs. Si on regarde 2023, donc en prenant le site le plus frais, qui est celui de la rade de Brest, pour les stations qui restent, parce que je n'ai pas mis les 22, et 17,5 pour l'île d'Ar. Et on est, voilà, une année comme 2022-2023, vous voyez comment on avance dans le tableau. Pareil pour, c'est inutile que je le commente, mais bon, c'était pareil pour l'indice du Glin, dont j'ai fait un petit peu le commentaire tout à l'heure. Au niveau des pluies, donc je vais quand même commenter ça. Sur la vigne n'est pas exigeante en termes de pluviométrie. Entre avril et septembre, il faut 400 mm environ. Et on voit à Saint-Jouan, eh bien, la moyenne sur 2018-2023, c'est 300 mm. Et la moyenne des 22 stations sur l'année dernière, ça variait entre 305 et 440 mm. Donc voilà, j'arrive à la conclusion pour dire que vraiment le développement de la vigne, c'est pas que le changement climatique. Le changement climatique vient, on va dire, c'est un avantage pour la viticulture en Bretagne. Mais le premier levier, c'est avant tout un levier législatif. Avant, on n'avait pas le droit de planter. Maintenant, on a le droit de planter, donc on plante. C'est surtout un marqueur de l'ampleur régionale du changement climatique. Beaucoup de secteurs agricoles, beaucoup de filières agricoles souffrent, ne serait-ce l'année dernière ou 2022, des vagues de chaleur. Les élevages bovins, les vaches, ne supportent pas une température au-delà de 25 degrés. Elles commencent à souffrir à 22 degrés. Donc vous imaginez le stress pour les animaux. Et j'en passe. C'est des conditions climatiques qui sont évidemment de plus en plus favorables à la viticulture, mais la viticulture, c'est pas que le climat. Évidemment, le climat, c'est la première chose. Si la vigne peut pousser et le fruit peut mûrir, le raisin peut mûrir, on peut en faire du vin. Donc évidemment, c'est le premier facteur. Mais c'est tout un système, c'est pas que le climat, il y a également le sol. Le sol de Bretagne, c'est des sols acides, donc c'est pas très favorable non plus à la viticulture. Il va falloir certainement faire un chaulage pour équilibrer le pH du sol. C'est également une combinaison avec le cépage. Il y a différents cépages, il y a différents porte-greffes. Donc c'est toute une combinaison qui après que le viticulteur met en œuvre sur sa parcelle avec des pratiques qu'il décide lui-même. Donc des pratiques culturales. Quelle méthode? Est-ce que je mets en gobelet? Est-ce que je mets en lyre? Est-ce que je mets en guyot, simple, double, etc. C'est évidemment une nouvelle opportunité économique puisque les premières cuvées ont été commercialisées l'année dernière et le vigneron de Saint-Jouan-des-Guérets a été reconnu, enfin son vin, sa production a reçu le prix découverte de la revue française des vins de France. Pour nous, scientifiques, donc c'est une opportunité de développement des sciences participatives parce qu'on collabore beaucoup avec les viticulteurs. Donc déjà, ils nous acceptent sur leur parcelle avec notre matériel, mais également, ils observent leur vigne en suivant le même protocole pour qu'ensuite on puisse avoir des données comparables. C'est un nouvel objet régional pour des recherches et des études pluridisciplinaires. Donc là, pour l'instant, on a un petit côté agronomique avec la participation des viticulteurs. On a le côté climat. Et voilà, ça va être un nouvel objet et des nouvelles collaborations
notamment avec, à Rennes avec les collègues en biodiversité. Et peut-être, qui sait dans le futur, avec les pollens. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et merci de votre attention. Et puis je suis à votre écoute pour les questions. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez, juste vers la fin de l'indice de Jones et de l'indication par rapport aux températures sur les différents cépages. Oui, voilà, ici, à droite. Si on chaptalise, on élargit la possibilité des cépages. Oui, bien sûr. C'est autorisé, la chaptalisation. Oui, mais elle est de moins... Enfin, oui, dans le Bordelais, forcément. Mais chez nous, ici, ce serait possible. Oui, mais là, la production 2022-2023, ils n'ont pas chaptalisé. D'accord. À ma connaissance. Oui, tout à fait. Mais ça permettrait d'avoir des cépages peut-être un peu plus aromatiques ou de tenter autre chose. Chaptaliser, c'est plutôt augmenter le taux d'alcool. Oui. Un vin, je crois que c'est le taux d'alcool pour la définition d'un vin, je crois que c'est 8 degrés. De 8 à 17 degrés. Oui. Donc un vin à 8-9 degrés, c'est pas beaucoup d'alcool. Moi, je me souviens, je me suis intéressé à la vigne, c'était dans les années 90. Je vendangeais dans le Bordelais, on pouvait chaptaliser. Oui. Et ce qui m'avait frappé, c'est que pour obtenir l'appellation Bordeaux blanc, il fallait 11 degrés. Ouais, minimum, voilà. À l'époque. Et pour 11 degrés, on chaptalisait. Et aujourd'hui, vous avez des blancs qui arrivent à 12,5, 13, voire plus, sans chaptalisation, dans le Bordelais. Oui. C'est dingue. Moi, je suis originaire de la Bourgogne. Et pareil, il n'y a plus du tout de chaptalisation. Pour eux, c'est vraiment le changement climatique est favorable pour les régions septentrionales. Enfin, ça devient même un problème inverse parce qu'ils sont trop alcoolisés. Absolument. Et on perd en typicité. Exactement. Voilà. Exactement. Plus c'est alcoolisé, moins on sent l'arôme. Voilà. D'où dans les... Alors je vais reprendre dans les 4 scénarios là, de changement de stratégie, il y avait, quand on allait plus à droite en haut, il y avait le mouillage. Oui. Ça, c'est l'inverse de la chaptalisation. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, dans le Bordelais, il y a des grandes questions en ce moment. Si on change les cépages, qu'est-ce qu'on fait exactement? Et ils font des tests avec certains cépages, mais si on trouve des cépages qui s'adaptent aux températures, on va faire quelque chose qui sera différent dans l'esprit des gens qui consomment du Bordeaux, en général. Tout à fait, ouais. C'est ça le problème. Oui, les vins... la typicité des vins produits dans les périodes passées, on ne les retrouve plus. Justement parce qu'il y a ce déséquilibre entre déjà pH et alcool et une augmentation du taux de sucre. Et donc en fait, en remontant, on pourra faire bientôt un vin muté type Porto à Bordeaux. Alors, s'adapter à une France à 4 degrés, pour Rennes, c'est Coimbra au Portugal. Brest, c'est Vigo en Galice. D'accord. Okay. Donc, on peut planter des cépages de Galice. D'ailleurs, la station qui est là, à Riec, là, genre ici, oui. C'est un Argentin qui a planté, qui fait un essai, qui met de l'Albarino. L'Albarino, c'est un cépage blanc qui est très planté en Uruguay et qui est originaire de Galice. D'accord. Qui résiste à beaucoup d'humidité. Parce qu'en Uruguay, oui. Quand on dit qu'il pleut beaucoup en Bretagne, la Bretagne est sèche par rapport à l'Uruguay, qui a un climat subtropical. Donc les pluies tombent en été, contrairement à ici. D'accord. Ok, merci.
C'est mettre du sucre pour augmenter le taux d'alcool. Alors la question concerne les cépages historiquement plantés, s'ils peuvent être plantés. Le problème, c'était des cépages qui sont devenus interdits. Pourquoi ? C'est les cépages, le Noah, c'est le cépage qui rend fou, là, le vin fou. Il y en a d'autres, hein, je ne sais plus les noms, mais il en existe. Hein. Alors, il y avait également le maréchal Foch, mais je crois qu'il est planté, ou c'est autorisé. Il y avait... En fait, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a quelques-uns, oui. Et dans les vignobles associatifs, les vignobles des associations qui n'ont pas le droit de planter plus de 1000 mètres carrés, eux, ils ont des cépages anciens, des cépages interdits, puisqu'ils n'ont pas le droit de vendre. Alors, il faut que vos questions soient dans le micro pour qu'elles soient enregistrées par la caméra. Il y a une question ici et je l'amène. Bonjour. J'avais juste une petite question. En fait, donc, je vois l'opportunité du coup de l'expansion de la vigne en Bretagne. J'aurais voulu savoir... je veux dire, cette expansion, elle va se faire au détriment d'autres cultures, j'imagine. Alors, du coup, j'aurais voulu savoir à partir, de quelle culture alors on va devoir diminuer la surface pour pouvoir justement augmenter celle des vignes, en fait. Alors là, les cartes, évidemment, elles sont colorées. Ça vous donne le potentiel thermique favorable à un certain taux de maturité, mais ça ne veut pas dire que la Bretagne va être couverte de vignes en entier. Premièrement, pour des raisons de sol. La nature du sol et la profondeur du sol. Il n'y a pas de sol en Bretagne. En plus d'être acide, il y a très très peu de sol. Et la vigne a besoin d'un sol profond pour aller puiser ses réserves. Voilà. Alors au détriment de quelles... alors les parcelles qui sont plantées, à ma connaissance, c'était surtout des parcelles à Saint-Jean-des-Guérets, c'était du sarrasin avant. À Tex-Noyalo, c'était en prairie. Principalement des prairies, je pense. Un petit peu de maraîchage, mais les sols propices au maraîchage sont des sols au contraire trop profonds, donc pas forcément favorables à la vigne. Mon grand-père était vigneron, il disait la vigne, il faut qu'elle souffre. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point pour faire du vin de qualité. Bon, peut-être qu'avec le changement climatique, c'est un dicton qu'il faut éviter de dire. Ok, merci. Mais actuellement, les superficies sont les superficies plantées en vigne à but commercial, c'est environ 100-150 hectares. Et en projet, c'est plus de 200 hectares. En projet pour l'année qui vient et l'année prochaine, c'est 200 hectares minimum. Et 200 hectares, c'est la superficie de la plus petite appellation en France, qui est celle d'Irouléguy, dans les Pyrénées-Atlantiques. 300 hectares, c'est la superficie du vignoble des Côtes du Couchois, au cœur de la Bourgogne. Mais ça reste très... voilà, c'est des parcelles un peu dissémées sur tout le territoire. Je ne pense pas qu'on aura un jour un paysage du Languedoc, du Bordelais ou de la côte viticole en Bourgogne. Ça risque d'être des parcelles... je ne sais pas. Ça va très vite, la plantation, mais je ne pense pas qu'on ait des étendues de vignes à perte de vue. Je ne pense pas. Pour des raisons de sol, principalement. Et de foncier. Et le foncier, merci. Conflit d'usage des terres.
Il y a une vigne qui est plantée depuis des ans sur la commune de Séné. Les cépages choisis sont le pinot et le chardonnay. Il semble que, si l'on tient compte des conditions climatiques, ce soit effectivement des cépages qui sont susceptibles de tenir pour notre région. D'autant plus qu'il s'agit du bord de l'eau, vraiment tout au bord de l'eau. Le problème, bien sûr, c'est la terre, mais ça ne vous paraît pas un mauvais choix? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Le pinot noir et le chardonnay, ce sont des cépages les plus plantés justement parce que ce sont des cépages à maturité précoce. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous aurez de réponse, mais vu que vous êtes focalisé sur la vigne, mais est-ce qu'il y a d'autres productions agricoles qui ont été repérées comme ayant un bon potentiel en Bretagne par rapport à l'évolution climatique et le sol, etc. Est-ce qu'il y a des pistes solides hors vigne, quoi? Oui, bien sûr, il y a des expérimentations. Donc, dans le cadre des 2 projets que j'ai cités, là tout à l'heure, Climavège et Fermadapt, il y a des expérimentations qui sont menées. Du sorgho, soja, pastèque, cacahuètes, pois chiches, des tomates plein champ. Enfin, oui, il y a plusieurs. J'ai connaissance aussi d'un producteur de kiwis, d'agrumes. Ça mûrit. Et pas sous serre. Et pour revenir au cépage aussi, là je vous ai parlé de valeurs cibles pour la cartographie, mais ça dépend également de l'objectif de production. Vous avez des producteurs qui, s'ils veulent produire des effervescents, donc faire des vins mousseux, il n'y a pas besoin de beaucoup de chaleur. Ils peuvent vendanger assez tôt pour faire des effervescents. S'ils veulent faire des vins tranquilles, des vins blancs et des vins rouges, là, il y a besoin de plus de maturité et donc plus de degrés d'alcool. Donc il va y avoir une production très très variée parce qu'il n'y a pas d'AOC, donc ils n'ont pas de cahier des charges imposé. Donc ils peuvent planter ce qu'ils veulent, ils peuvent faire, si vous voulez, si vous avez une parcelle de vigne et que vous voulez planter, vous pouvez planter ce que vous voulez, le cépage que vous voulez, et vous pouvez faire le type de vin que vous voulez. J'avais découvert l'existence d'un vigneron qui plantait des cépages alsaciens du côté du Muscadet ou du côté de Lyon, je ne sais plus exactement où. Mais ce n'était pas une réussite parfaite, je pense. Il y en a certainement d'autres, parce que c'était tout à fait dans la catégorie des cépages qui collent avec le climat breton. Ensuite, j'ai une question à vous poser. Vous avez énoncé les viticulteurs qui vendent actuellement en Bretagne. Est-ce que vous pourriez nous les rappeler, qu'on puisse les noter, s'il vous plaît? Alors, vous en avez un très... Ce sont des pionniers, quand même. Hein. Vous en avez 2 très très proches ici. À Texno-Yalo, l'exploitation se nomme La Vigne et l'Abeille. Et à Sarzeau, le domaine de Sarzeau, c'est sur le lieu-dit Le Poulor à Sarzeau. Et ils vendent au chai. Voilà. Mais il y en aura. Enfin, là, c'est ceux où j'ai des stations météo, mais il y en a beaucoup qui vont rentrer en production cette année. Vous parliez de cépages alsaciens au centre-Bretagne, ici, à Merléac. Le viticulteur a mis un cépage. Alors, je ne sais pas si c'est du Riesling ou du Gewürztraminer. Je crois que c'est du Riesling. Et lui, il a récolté cette année. Donc, ces vins seront en vente l'année prochaine.
Moi, j'ai une question sur les dates de vendange, parce que vous nous avez parlé vous avez fait une comparaison des dates de vendange quasiment sur un siècle pour le Pinot Noir en Bourgogne. Et puis je me demande si vous ne l'avez pas fait à un moment sur Bordeaux aussi. Mais comment vous faites pour comparer les données alors que les méthodes culturales ne sont pas du tout les mêmes ces 30 dernières années, notamment par rapport au début du XXe siècle. Et puis, un élément qui est important aussi, c'est les porte-greffes. Parce que dans les années, on a connu au début du siècle, enfin du XXe siècle, des années qui sont plutôt froides, et les viticulteurs ont cherché à modifier, enfin à changer leurs vignes pour obtenir des variétés qui étaient nettement plus, comment dire, résistantes. Pas résistantes, mais qui se récoltaient plutôt précoces, des vignes plus précoces. Et donc, ce qui fait qu'on compare des dates de vendange dans les années 2000 avec des dates de vendange au début du XXe siècle, alors qu'on a des vignes plus précoces par rapport au début du XXe siècle, et on a des méthodes culturales qui sont bien plus qualitatives. Donc, est-ce que ce n'est pas un biais d'analyse qui va plutôt porter à nous... c'est vrai que le réchauffement, il est incontestable, mais est-ce que ça ne va pas accentuer cette sensation de réchauffement? Les cépages qui vont accentuer le réchauffement. Les porte-greffes. Ouais. Bah, alors les porte-greffes sont, c'est eux qui vont, ils sont très importants parce que c'est eux qui vont être la charpente de la vigne, et c'est grâce aux porte-greffes que le développement racinaire se fait. Et c'est la santé de la vigne qui dépend du porte-greffe et des racines. Donc en fait, tout ce qui est résistance, alimentation, plus que de lutte contre le changement climatique. Mais tout à fait. Et puis et les vignes, elles sont plantées pour 60 ans, allez, 80 ans au maximum. Donc en fait, on ne compare pas, c'est pas la même... Oui, et puis il faut avoir un échantillon très très large justement pour prendre en compte cette variabilité. Là, c'est juste voir comment ça répond déjà aux conditions locales et régionales. Après, on ne va pas trop tenter d'aller comparer aux autres régions. Je rien qu'à l'intérieur de la Bretagne, il va y avoir une grande variabilité. Mais c'est vrai, tout est à prendre en compte, hein. La date de la taille aussi pour le débourrement, le mode de conduite, l'interrant, s'il est enherbé ou pas. Enfin, voilà, toutes les pratiques viticoles seront à prendre en compte. Oui, madame. Merci. Moi, je vois que vous êtes, on voit que vous êtes une connaisseuse. Moi, je voudrais aborder le sujet économique et l'emploi. Donc, je voudrais que vous puissiez nous trouver donc les paramètres intéressants pour la vigne biologique comparée à une vigne avec des intrants. Qu'est-ce qu'il en est de l'emploi? Et donc, comme il faut des terrains pentus, vous voyez où je veux en venir, c'est que donc tous les produits qu'on va pouvoir mettre, ça va s'amasser dans les rivières. Donc, alors, une bonne nouvelle, c'est que les vignerons bretons, enfin du moins ceux qui sont regroupés là-dedans, alors je vais remettre mon petit pointeur laser, ceux qui sont regroupés au sein de cette association, l'association des vignerons bretons, ils ont signé une charte pour respecter, il n'y a pas d'intrants chimiques déjà. J'ai un petit prospectus, je pourrais vous le... Descriptif de l'association. Je pourrais vous le prêter. Ou voilà, la charte de l'association. Donc, n'utiliser aucun produit de synthèse, valoriser les déchets des caves, favoriser le circuit court, réaliser une vendange manuelle. Enfin bon, ils ont plusieurs points qu'ils veulent respecter. Donc, il ne faut pas avoir une viticulture de masse chimique. Ils sont vraiment très, très respectueux de l'environnement. Enfin, du moins ceux qui se sont fédérés dans cette association. Pour les emplois, c'est vrai que trouver un ouvrier viticole en Bretagne,
qualifiés, on fait appel à des extérieurs, ou alors on commence à les former en Bretagne. Au lycée de Kerplouz, au lycée agricole de Kerplouz, il y a 2 ou 3 formations spéciales. Donc un brevet de REA, donc responsabilité des entreprises agricoles, et il y en a qui sont spécialisés en viticulture également. Il y a une petite vigne expérimentale là, au lycée agricole de Kerplouz. Et tous les ans, il y a une quinzaine. Là, ça fait 3 ans moi, que j'interviens dans cette formation pour présenter le changement climatique et les impacts à l'échelle régionale. Et oui, ils sont bien une vingtaine à être formés depuis 3 ans. Et puis, ils vont s'entraider après dans les différentes parcelles. Au sein de l'association, là, ils sont une trentaine de membres. Donc évidemment, c'est beaucoup de travail sur toute la Bretagne. Donc c'est peut-être les ouvriers des cidreries qui vont passer. Je ne sais pas, mais oui, il y a de la main-d'œuvre potentielle également. Et des bouchers, ils veulent, voilà, c'est circuit court, hein, ils veulent vendre, ils veulent que leur vin soit abordable pour les locaux ou vendre à des restaurateurs en Bretagne. Mais en France, je ne pense pas qu'ils aient une grande ambition d'exporter. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas productrice. Très bien. Mais ce serait intéressant qu'il y ait justement des formations, que ça se multiplie un petit peu, et puis que plutôt qu'on ait des chômeurs ici qui soient sans activité, qu'on les mette dans les champs. Je pense qu'ils seraient aussi bien à l'air pur que derrière des écrans, ou, enfin, vous voyez, hein, comme dit notre président. Mais bon, enfin voilà, faut mettre les gens au boulot. Ben là, pourquoi pas. Mais donc, alors, ce que vous nous avez dit, là, le sorgho et tout ça, mais voilà, il faut y passer plutôt que du maïs. Mais tout à fait. Le maïs, si on reste dans ce même système agricole, c'est absolument pas adapté au futur avec un S des climats, parce qu'il n'y a pas qu'un climat futur. On ne sait pas lequel futur on aura. Mais le maïs ne sera pas du tout adapté. Vous avez des précipitations qui vont en diminution l'été. On ne va pas pouvoir irriguer. En 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a mis un décret. Voilà, on était ravitaillés avec des bouteilles d'eau. Donc, c'est certainement pas pour irriguer le maïs. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des exceptions dans le Gard, par exemple. Il y a eu des exceptions pour les produits qui sont exportés. Donc, ils peuvent irriguer si c'est exporté. Donc, c'est quand même... Mais c'est contradictoire de A à Z. Oui. Bon, en tout cas, messieurs, dames, sur France Culture, il y a une petite série toutes les après-midi là, sur l'eau. Et c'est très, très intéressant. Je vous engage à vous intéresser. Mais pour faire du vin, il faut de l'eau. Et une question devant. Où je peux y aller? Une question. La pomme et le cidre versus le vin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a beaucoup de producteurs, des arboriculteurs qui s'inquiètent. Pas forcément en Bretagne, mais dans le Val-de-Loire, surtout pour le gel. Oui, il y a des... C'est pareil, ça fait partie des productions. Il va falloir adapter les variétés. Mais un arbre, c'est comme une vigne. Hein, on le plante pour une certaine période. Bon, je me connais moins en arboriculture, mais le peu que j'entends, c'est pas rose. Oui. Oui, je discutais avec les collègues là dans le sud. En Espagne, ils arrachent les oliviers pour mettre des pistachiers.
Dans le sud, ils n'ont pas d'eau, ils savent, voilà, ils s'inquiètent beaucoup, même pour la vigne. Alors après, il y a également, du point de vue économique, on est aussi dans un contexte où la consommation est sur une pente descendante. On consomme de moins en moins de vin, donc on en a de moins en moins besoin. Mais au moins, le peu qu'on produit peut être produire plus de qualité et en moins grande quantité. Bonjour. J'ai une question un petit peu plus politique. J'ai entendu parler d'un projet de vigne très contesté à Belle-Île, donc, qui a suscité une pétition qui a recueilli, je crois, un peu plus de 40 000 signatures. Est-ce que vous avez entendu parler, parmi les autres projets que vous avez présentés, une opposition de la population d'installation de vignes en Bretagne? Alors à Belle-Île, je crois que c'est planté. C'est planté. Ah, ok. Je crois que c'est planté. Hein. C'est possible. L'article que j'avais lu datait de 2021, ouais. Mais... Et dans les projets là où j'ai les stations météo, non, il n'y a pas d'opposition, non. Parce que justement, c'est une démarche très respectueuse de l'environnement, ou alors c'est fait par des Bretons ou par des éleveurs ou des maraîchers, des exploitants agricoles qui sont dans une démarche biologique ou en biodynamie, donc très respectueux de l'environnement. Il n'y a pas de... Donc à l'avenir, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas eu de situation comme à Belle-Île. Donc à l'avenir, il y a peu de risque de polarisation entre opposants et partisans de vignes en Bretagne. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, en tout cas. Merci. Oui, tout à l'heure, vous avez fait des cartes sur la météo, l'évolution, les degrés. Comme vous êtes géographe, comme vous êtes issu d'une famille de viticulteurs, que vous nous parlez du sol, vous n'avez pas songé à faire une carte de la géologie bretonne et de faire coïncider les deux cartes pour voir? Parce que c'est un blâme. Oh, vous y avez pensé quand même? Oui, bien sûr. Donc mettre une carte des parcelles où il y a une station par rapport au sol. Généralement, c'est plutôt des sols c'est des sols schisteux, là où il y a des vignes. Ou alors, sauf en littoral, en bordure, c'est plutôt limoneux. Mais oui, effectivement, il faudrait que je mette la carte des sols. Parce que sur le Morbihan vers l'arrière-pays, on va dire, vous avez une bande, c'est de l'arène granitique. Mmh. Et l'arène granitique, on en trouve en Bourgogne pour faire d'excellents blancs. Du Gamay aussi. Ouais. Ou dans le Beaujolais. Ah oui, je ne dis pas que les sols granitiques ne sont pas bons. Je dis simplement qu'ils sont acides et qu'ils vont être différents des produits que l'on connaît en France. Mais c'est généralement une remarque que j'ai régulièrement. Les sols ne sont pas des sols viticoles. Tout à fait. Parce que granitique, mais ailleurs dans le monde, il y a des vignes sur sol granitique. Ce n'est pas la majorité, mais il en existe. Oui, tout à fait. Ok, merci. Une dernière question. Merci. C'est pour continuer un peu la discussion sur l'impact en fait au niveau du vin qu'il va y avoir derrière. Est-ce que sur le travail que vous effectuez, il va y avoir une suite au niveau du vin, justement, avec l'analyse des composés aromatiques Alors pour l'instant, on récupère, donc ceux qui veulent nous les donner, les taux de sucre, le pH, les différents acides, ouais. Mais bon, je suis pas agronome. J'ai travaillé beaucoup avec ce genre de données, mais avec des chercheurs dans leur discipline, voilà. Mais oui, c'est. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Exactement. Plus... Ça va être pluridisciplinaire. Je l'ai mis dans la conclusion. Là, les prochaines étapes, ça va être l'étude de la biodiversité dans les vignes et les parcelles aux alentours. Biodiversité également du sol. Un sol sain est une plante saine. Et oui, il y a plein de choses à faire. C'est un nouvel objet d'étude, ouverte à toutes les disciplines. Donc merci à tous, bonne soirée. Et puis on se retrouve, bel été, on se retrouve en septembre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Valérie.